En Afrique de l'Est, là où l'équateur traverse une terre d'une extraordinaire diversité, se trouve le Kenya. Un pays qui abrite presque tous les écosystèmes de la planète. Des sommets enneigés du mont Kenya aux récifs coralliens de la côte de l'océan Indien, des vastes savanes du Masai Mara aux forêts anciennes des Aberdare, le Kenya abrite un monde entier. Au Kenya, la faune vit au rythme ancestral des saisons. Ici, l'hiver n'arrive pas avec la neige, mais avec les courtes pluies qui réveillent la terre de son sommeil. Les rivières gonflent avec un nouveau but, creusant de nouveaux canaux à travers des paysages anciens. Alors que l'hiver laisse place au printemps, les longues pluies transforment le Kenya en un véritable jardin d'Éden. La vallée du Rift se remplit d'eau rose flamand, créant au loin des reflets du mont Kenya enneigé. L'été marque la saison sèche, où le Kenya devient un creuset qui met à l'épreuve la volonté de survie de chaque être vivant. Les plaines d'Amboseli se fissurent sous un soleil implacable, créant une mosaïque de terre aride qui s'étend jusqu'au sommet lointain du Kilimandjaro. L'automne achève le cycle tandis que la courte saison sèche prépare le retour de l'hiver. La savane se pare d'un éclat doré au soleil couchant, tandis que d'immenses baobabs se dressent tels des monuments antiques dédiés à l'endurance. Les nuages commencent à s'amonceler, porteurs de promesses de renouveau. Bienvenue au Kenya, où chaque saison écrit son propre chapitre dans la plus grande histoire de survie jamais racontée. Les courtes pluies sont arrivées au Kenya. De la vapeur s'élève de la terre qui se réchauffe lorsque les premières gouttes de précipitation rencontrent le sol brûlé par le soleil. Ce n'est pas l'hiver de l'hémisphère nord, mais une saison typiquement africaine. À travers les vastes étendues sauvages du Kenya, d'anciennes rivalités refont surface, tandis que les territoires se transforment au gré des conditions changeantes. Les prédateurs émergent de leur refuge de saison sèche, leur appétit aiguisé par des mois de disette. L'air crépite de tension tandis que les herbivores sillonnent les plaines fraîchement inondées, leur déplacement suivi par des chasseurs patients, dissimulés dans une végétation dense. Dans les monts Aberdare, les plus hautes altitudes reçoivent leurs précipitations les plus abondantes de l'année, créant des cascades qui dévalent les pentes volcaniques avec une force fulgurante. Ici, où la civilisation rencontre la nature sauvage, certaines des créatures les plus insaisissables du Kenya entament leurs rituels saisonniers. Les zones humides du lac Nakuru se transforment en lieux de rassemblement pour des migrations épiques. Des millions de flamants roses arrivent comme convoqués par un appel préhistorique, leur nombre étant si important qu'ils apparaissent comme de vivants tapis roses s'étendant à perte de vue. Les eaux alcalines regorgent d'algues et de petits crustacés qui alimentent ce rassemblement spectaculaire. Mais c'est dans les forêts denses des Aberdare que notre voyage hivernal commence véritablement. Au plus profond des forêts de montagne, le léopard s'étire avec une grâce fluide, chaque muscle visible sous son pelage doré. C'est une créature tout en contraste, d'une douceur incroyable avec ses petits, mais capable de traîner des proies 2 fois plus lourdes qu'elle le long des falaises abruptes. Ses yeux ambrés scrutent le paysage en contrebas, leurs pupilles se dilatant tandis que l'obscurité envahit le paysage. C'est son domaine. Un monde où peu de prédateurs osent s'aventurer
et où ses capacités d'escalade supérieures lui confèrent une domination absolue. Les pluies hivernales ont créé autant de défis que d'opportunités. De petits ruisseaux dévalent maintenant l'escarpement, créant des conditions boueuses qui rendent la traque silencieuse plus difficile. Cependant, la végétation plus dense offre un meilleur abri, et la pluie masque le bruit de son approche. Elle entame sa descente, se déplaçant de rocher en rocher avec la grâce fluide du mercure liquide. Son territoire actuel s'étend sur près de 15 km² de terrain varié, allant de la forêt dense aux prairies dégagées. Contrairement aux lions sociaux des plaines en contrebas, c'est une chasseuse solitaire, privilégiant la discrétion et la patience plutôt que la coopération. Chaque aspect de son anatomie reflète ce mode de vie, de ses griffes rétractables conçues pour grimper à ses mâchoires puissantes, capables d'asséner une morsure dévastatrice au cou de sa proie. Ce soir, elle suit la piste olfactive d'un jeune guibe harnaché qui fréquente un petit point d'eau au pied de l'escarpement. La piste est fraîche, vieille de moins d'1 heure, et traverse des fourrés denses où son pelage tacheté offre un camouflage parfait. Elle se déplace avec une lenteur délibérée, chaque pas calculé pour éviter le moindre bruit. Le guibe harnaché émerge dans une petite clairière, son pelage roux humide de la bruine du soir. Il se déplace nerveusement, la tête constamment levée, scrutant l'air à la recherche d'un danger. La paranoïa de l'antilope est bien fondée. Elle vit dans un monde où la mort peut frapper de toutes parts. Pourtant, même ses sens aiguisés ne peuvent détecter le léopard, figé comme une statue à peine à 20 mètres. Pendant près de 10 minutes, aucun animal ne bouge. La patience du léopard est surnaturelle, sa respiration si contrôlée qu'elle fait à peine bouger les feuilles autour d'elle. C'est le moment qu'il attendait. L'attaque du léopard se déploie comme un ressort comprimé soudainement relâché. Il parcourt la distance en 3 bonds puissants, griffes déployées, son corps tel un projectile parfait, d'une mortelle concentration. Le guibe a à peine le temps de lever la tête que de puissantes mâchoires se referment sur sa gorge, interrompant tout cri d'alarme. La lutte est brève mais violente. Les sabots de l'antilope résonnent au sol tandis qu'elle tente de s'échapper, mais l'emprise du léopard est indestructible. Sa morsure mortelle est précisément placée. En quelques secondes, les luttes du guibe cessent et le silence revient dans la clairière. Voici peut-être la démonstration la plus impressionnante des capacités du léopard. Malgré ses 60 kilos, il doit mettre sa proie de 40 kilos en sécurité avant l'arrivée des autres prédateurs. Il traîne la carcasse jusqu'au pied d'un grand figuier puis entreprend la tâche apparemment impossible de la hisser verticalement le long du tronc. Utilisant son arrière-train puissant et ses griffes acérées comme des rasoirs, elle remonte à reculons, serrant fermement l'antilope morte dans ses mâchoires. Tous les quelques mètres, elle s'arrête pour ajuster sa prise, ses muscles tremblants sous l'effort. À 6 mètres du sol, elle cala solidement la carcasse dans une fourche entre 2 branches massives. L'effort l'a épuisée, mais sa proie est désormais à l'abri des hyènes, des lions et autres charognards qui pourraient lui voler sa proie. Elle reviendra à plusieurs reprises au cours des prochains jours, se nourrissant à son aise, bien au-dessus des dangers du sol. Le domaine du léopard s'étend au-delà de l'escarpement rocheux pour englober des zones humides où se déroulent des événements tout autres. Alors que ses yeux ambrés scrutent le paysage depuis son perchoir élevé, il se pose sur des eaux lointaines où une autre créature d'une beauté remarquable accomplit son propre rituel hivernal. Le cri de l'aigle pêcheur perce l'aube au-dessus du lac Naivasha, un son devenu synonyme d'Afrique sauvage. Perché au sommet d'un imposant arbre à fièvre jaune, il observe son domaine aquatique avec des yeux 8 fois plus puissants que la vision humaine. Chaque ondulation à la surface de l'eau, chaque mouvement sous ses profondeurs, s'enregistre dans sa conscience avec une clarté cristalline. C'est une créature aux proportions magnifiques, sa tête et sa queue blanche contrastant fortement avec son corps et ses ailes bruns. En pleine extension, son envergure atteint plus de 2 mètres, chaque plume étant parfaitement positionnée pour capter les courants thermiques provenant des eaux chauffées par le soleil. Ses serres, chacune capable d'exercer une pression équivalente à plusieurs centaines de livres par pouce carré,
restent les outils de pêche les plus redoutables d'Afrique. La stratégie de chasse de l'aigle pêcheur diffère sensiblement de celle des autres prédateurs. Il s'appuie sur des manœuvres aériennes spectaculaires combinées à un timing précis pour attraper les poissons directement à la surface de l'eau. Un banc de tilapias s'aventure en pleine eau, leurs corps argentés scintillant dans la lumière matinale. La posture de l'aigle pêcheur change imperceptiblement, son corps se tendant tandis qu'il calcule la distance, la vitesse du vent et les déplacements probables du poisson. Sa tête s'incline légèrement, amenant sa proie au centre précis de sa vision binoculaire. L'attaque commence par un plongeon léger depuis son perchoir, les ailes partiellement repliées pour accélérer. À l'approche de l'eau, ses ailes se déploient largement, lui permettant de contrôler précisément sa descente. Ses serres s'étendent vers l'avant comme un train d'atterrissage, tandis que son corps adopte une position quasi verticale. Le contact avec l'eau crée une explosion d'embrun qui obscurcit l'action pendant plusieurs secondes. Lorsque la brume se dissipe, l'aigle pêcheur peine à reprendre son envol. Un tilapia d'1,5 kg se tordant désespérément dans ses bras. Ce poids supplémentaire rend le vol difficile, nécessitant de puissants battements d'ailes pour décoller. Elle porte sa proie jusqu'à une branche d'arbre mort dominant l'eau, où elle commence le processus de consommation. Leur nid, une structure massive de branches et de végétation construite dans la cime d'un vieil acacia, est le fruit d'années d'efforts. Il leur sert non seulement de lieu de reproduction, mais aussi de tour de guet d'où ils peuvent surveiller l'ensemble de leur territoire. La femelle aigle pêcheur est légèrement plus grande que son partenaire, ce qui lui permet d'adopter différentes stratégies de chasse au sein d'un même territoire. Tandis qu'il se concentre sur les poissons plus petits et plus agiles, nécessitant des manœuvres précises pour les capturer, elle cible les espèces plus grandes, qui nécessitent une force plus importante pour se hisser hors de l'eau. Cette répartition des tâches maximise leur efficacité de chasse combinée et réduit la compétition entre les deux. Mais alors que l'hiver laisse place au printemps, même ces chasseurs expérimentés doivent s'adapter aux conditions changeantes. Les longues pluies qui caractérisent le printemps kényan arriveront bientôt, apportant avec elles des opportunités et des défis qui mettront à l'épreuve tous les aspects de leur remarquable capacité. Les longues pluies sont arrivées au Kenya, sur de vastes paysages récemment teintés d'or et de brun. C'est le printemps en Afrique de l'Est, une saison où la vie semble jaillir de toutes parts, créant des opportunités et des défis qui détermineront le sort d'innombrables espèces. La transformation est tout simplement miraculeuse. Les lacs saisonniers réapparaissent du jour au lendemain, se remplissant d'eau et attirant aussitôt des millions d'oiseaux migrateurs. Les acacias fleurissent à plein poumon, leurs fleurs dorées créant des nuages de pollen qui flottent sur la savane qui s'éveille. Dans la réserve nationale de Samburu, des crues soudaines creusent de nouveaux chenaux à travers d'anciens sentiers empruntés par les éléphants. La rivière Ewaso Ngiro, habituellement calme, se transforme en un torrent impétueux qui sépare les familles et oblige les animaux à prendre des risques inouïs pour atteindre l'eau et les pâturages. Pourtant, ces mêmes crues déposent des sédiments riches en nutriments sur les plaines inondables, favorisant ainsi une croissance végétale explosive. La dynamique prédateur-proie de la saison sèche change radicalement, car la végétation abondante offre une meilleure couverture aux chasseurs tout en offrant simultanément davantage de voies d'évasion à leurs cibles. Le mont Kenya, deuxième plus haut sommet d'Afrique, devient un véritable générateur de chaleur qui capte l'humidité de l'océan Indien et la transforme en orage quotidien l'après-midi.
Ces systèmes météorologiques localisés créent des microclimats propices à une biodiversité incroyable, de la végétation alpine près du sommet aux forêts luxuriantes des pentes inférieures. C'est dans ces environnements printaniers diversifiés que 3 espèces remarquables démontrent l'incroyable adaptabilité qui caractérise la faune africaine. Dans la lumière dorée du matin de Samburu, un grand animal émerge de derrière un bosquet d'épines. La girafe réticulée se déplace avec grâce, parcourant plus de terrain que la plupart des animaux ne le font en quelques foulées. Elle mesure 5 mètres et sa tête atteint des hauteurs où l'air lui-même semble différent. De cette perspective élevée, elle contemple un paysage transformé par les longues pluies en un paradis d'abondance. Ce qui était autrefois un environnement rude, fait d'arbres épineux épars et d'herbes clairsemées, est devenu un jardin verdoyant. La taille extraordinaire de la girafe, autrefois une adaptation lui permettant d'atteindre des sources de nourriture hors de portée de ses concurrents, lui confère désormais des avantages supplémentaires. Elle peut repérer les prédateurs à des kilomètres, suivre les conditions météorologiques en observant les formations nuageuses lointaines et s'adapter à la géographie sociale complexe de son espèce sur de vastes territoires. Sa position élevée fait d'elle une véritable tour de guet pour d'innombrables autres animaux. Son comportement alimentaire témoigne de l'efficacité élégante qui caractérise tout chez les girafes. Elle s'approche d'un arbre à fièvre dont les plus hautes branches sont chargées de nouvelles pousses riches en protéines. Sa langue préhensile, longue de près de 60 cm et recouverte de papilles protectrices, s'étend vers les pousses tendres. Sa pigmentation foncée la protège des rayons ultraviolets lors des longues séances d'alimentation, tandis que son incroyable dextérité lui permet de sélectionner les feuilles individuellement tout en évitant les vilaines épines qui les protègent. Elle saisit une branche avec sa langue, puis utilise ses lèvres souples pour en arracher les feuilles, tandis que ses puissantes mâchoires entament le processus de broyage qui finira par décomposer la cellulose résistante. Son système digestif spécialisé, composé de 4 cavités stomacales et de bactéries utiles, peut extraire des nutriments de la végétation qui seraient toxiques pour la plupart des autres animaux. Chaque jour, elle doit consommer jusqu'à 34 kg de végétation pour maintenir sa silhouette imposante. Les longues pluies ont grandement facilité cette tâche, car chaque arbre et arbuste produit de nouvelles pousses tendres, riches en protéines et en minéraux. Cependant, cette abondance crée aussi de nouveaux défis. D'autres herbivores se disputent les mêmes ressources, tandis que les prédateurs profitent de la couverture dense pour lancer des attaques surprises. Son petit, âgé de 6 mois et mesurant maintenant plus de 4 mètres, la suit de près. Les mouvements de la jeune girafe manquent encore de la grâce fluide de sa mère, ses pattes dégingandées s'entremêlant parfois lorsqu'il tente de suivre sa foulée rapide. Pourtant, il grandit rapidement, gagnant près de 2 kilos par jour grâce au lait riche de sa mère, complété par des expéditions de broutage de plus en plus aventureuses. La relation entre une mère et son petit est l'une des plus touchantes de la nature. Malgré sa taille imposante, elle fait preuve d'une douceur remarquable dans ses interactions avec son petit. Elle utilise sa tête massive pour le guider loin du danger, communique par des grondements subsoniques trop faibles pour être perçus par l'oreille humaine et se place entre lui et toute menace potentielle. Les pluies printanières ont créé des conditions idéales pour la reproduction des girafes et plusieurs femelles de la région approchent de la fin de leur gestation de 15 mois. La naissance est un événement dramatique pour les girafes, car les petits chutent de près de 2 mètres au sol lors de la mise bas. Cette entrée au monde, apparemment traumatisante, a en réalité des fonctions importantes. Elle contribue à rompre le cordon ombilical et stimule la première respiration du petit. Lorsqu'ils se déplacent sur leur territoire, ils font preuve d'une remarquable capacité à parcourir de vastes distances avec un minimum d'effort. Leur démarche unique, appelée pacing, consiste à bouger simultanément les 2 pattes du même côté du corps. Cela crée un mouvement de balancement qui, bien que maladroit pour l'observateur humain,
représentent en réalité l'une des formes de locomotion les plus économes en énergie de la nature. Leur territoire comprend plusieurs sources d'eau saisonnières, alimentées par les longues pluies. Contrairement à de nombreux herbivores africains, les girafes peuvent survivre de longues périodes sans boire, obtenant une grande partie de leurs besoins en eau grâce à la végétation qu'elles consomment. Cependant, lorsqu'elles boivent, le processus est spectaculaire. Elles doivent écarter largement leurs pattes avant et abaisser leur imposante tête presque jusqu'au sol. Le printemps s'accompagne également d'une pression accrue des prédateurs, car les lions et les léopards profitent de meilleures conditions de chasse. Si les girafes adultes sont largement immunisées contre la prédation grâce à leur taille et à la puissance de leurs coups de patte, les petits restent vulnérables. Les mères réagissent en formant des cercles défensifs autour de leurs petits, créant ainsi des forteresses vivantes que peu de prédateurs osent défier. Alors que notre famille de girafes poursuit sa progression majestueuse à travers le paysage printanier, leur chemin mène vers les zones humides saisonnières où une autre espèce remarquable se prépare pour l'un des rassemblements les plus spectaculaires de la nature. Les eaux alcalines du lac Bogoria s'étendent jusqu'aux lointaines collines volcaniques, leur surface n'étant troublée que par le doux dérangement d'innombrables oiseaux en quête de nourriture. Ce qui, de loin, ressemble à un tapis rose se révèle, à y regarder de plus près, être près de 2 millions de flamands nains, engagés dans l'une des plus extraordinaires frénésies alimentaires de la nature. Chaque oiseau mesure à peine 1 mètre de haut, mais ensemble, ils créent un spectacle. Leur délicat plumage rose, issu des pigments caroténoïdes de leur alimentation spécialisée, reflète non pas la vanité, mais la santé, les oiseaux les plus brillants étant les plus équilibrés. Les pluies printanières ont créé des conditions idéales pour le rassemblement des flamants roses. L'augmentation du ruissellement des hautes terres environnantes a élevé le niveau de l'eau du lac tout en maintenant son alcalinité élevée. Un équilibre chimique propice à la croissance explosive des algues bleu-vert et des crustacés microscopiques qui constituent le régime alimentaire exclusif des flamands. La température de l'eau, réchauffée par l'activité volcanique souterraine, offre des conditions optimales à la reproduction de ces micro-organismes. Les flamants roses ont un comportement alimentaire qui frise le miracle. Chaque oiseau filtre jusqu'à 75 litres d'eau par jour grâce à des structures spécialisées situées dans son bec, extrayant des particules aussi petites que des bactéries. Leur bec, courbé vers le bas en un élégant arc, est doté de rangées de fines lamelles qui fonctionnent comme des tamis vivants, laissant passer l'eau tout en retenant les particules nutritives. Le flamand abaisse la tête dans l'eau jusqu'à ce que son bec soit complètement submergé et inversé. Sa langue musclée pompe rapidement, créant une succion qui aspire l'eau dans le bec, tandis que des muscles spécialisés l'expulsent par les lamelles. Les algues et crustacés restants sont ensuite avalés, fournissant les protéines et les lipides nécessaires à la survie et à la reproduction. La dynamique sociale au sein de la colonie de flamands est étonnamment complexe pour des oiseaux souvent considérés comme de simples filtreurs. Les couples accouplés maintiennent une étroite proximité, même au cœur du chaos de la grande colonie, leurs liens étant renforcés par des parades nuptiales élaborées, comprenant des danses synchronisées, des mouvements de tête et des lissages rituels. Ces parades deviennent plus fréquentes et plus intenses à mesure que le printemps avance vers la période de reproduction optimale. Le rassemblement printanier au lac Bogoria ne représente qu'une étape d'un schéma migratoire complexe qui traverse plusieurs pays et suit la disponibilité saisonnière de conditions alimentaires optimales. Les flamands roses possèdent une capacité quasi surnaturelle à détecter les plans d'eau propices à des centaines de kilomètres de distance. Les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans la réussite des rassemblements de flamands. Des précipitations excessives diluent l'eau alcaline et réduisent la concentration d'algues, tandis qu'une pluviométrie insuffisante peut entraîner une baisse dangereuse du niveau de l'eau. Les oiseaux possèdent une capacité extraordinaire à évaluer ces conditions et à décider collectivement quand rester et quand chercher d'autres sites d'alimentation. Les pluies printanières influencent également le comportement reproducteur,
car les flamands ont besoin de conditions spécifiques pour construire leur nid en cône de boue et élever leurs poussins avec succès. Le succès reproducteur de la colonie dépend du maintien de niveaux d'eau stables tout au long de la longue période d'incubation et d'élevage, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux activités humaines qui altèrent les cycles naturels de l'eau. Le rassemblement de flamants roses crée son propre système météorologique. La chaleur corporelle de 2 millions d'oiseaux génère des courants thermiques qui influencent les vents locaux et la formation des nuages. L'air au-dessus du groupe scintille de vagues de chaleur qui créent des mirages et des illusions d'optique, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle du spectacle. À mesure que la matinée avance vers midi, des portions de la volée commencent à s'envoler en réponse à un signal imperceptible. Le processus d'envol est progressif et ondulatoire. Les groupes d'oiseaux courent à la surface de l'eau en battant des ailes avant de décoller. Une fois en l'air, ils forment de spectaculaires formations en V qui s'étendent sur des kilomètres dans le ciel, leurs battements d'ailes synchronisés produisant un bruit semblable à celui du tonnerre au loin. Le départ, même partiel, du groupe révèle l'ampleur de leur impact sur l'écosystème du lac. Les zones autrefois occupées par des milliers de flamants roses présentent désormais des sédiments perturbés et une chimie de l'eau altérée. De petits poissons émergent des eaux plus profondes pour se nourrir des particules soulevées par l'activité des oiseaux, tandis que les insectes aquatiques commencent à coloniser des zones auparavant trop peuplées pour d'autres espèces. Les flamands restants continuent leur alimentation méthodique, apparemment inconscients des départs spectaculaires qui les entourent. Leur attention reste focalisée sur la tâche immédiate, récolter suffisamment de nourriture pour soutenir leur remarquable physiologie. Chaque oiseau doit consommer quotidiennement des milliers d'organismes microscopiques, une exigence qui exige une alimentation quasi constante pendant la journée. Alors que la journée avance et que le spectacle des flamants roses poursuit son rythme ancien, l'attention se tourne vers les hautes terres boisées où un autre drame printanier remarquable se déroule parmi des créatures dont l'intelligence rivalise avec celle de l'humanité elle-même. Dans les hauteurs des monts Aberdare, où la brume s'accroche aux cèdres centenaires et où l'air embaume la végétation d'altitude, une société complexe commence sa vie. La troupe de babouins olives émerge de ces arbres endormis tandis que les premiers rayons du soleil percent le brouillard montagneux. La troupe compte près de 60 individus, représentant l'une des structures sociales les plus sophistiquées du règne animal. Leur société fonctionne selon des règles complexes de hiérarchie, d'alliance et de coopération. Chaque membre connaît sa position précise au sein de la structure de pouvoir du groupe, mais ces relations restent fluides, évoluant constamment au gré des circonstances et des ambitions individuelles. Le mâle dominant se distingue des autres, sa carrure massive et sa crinière caractéristique le désignant comme le chef incontesté du groupe. Sa position élevée lui confère un accès privilégié aux ressources alimentaires et aux possibilités de reproduction, mais lui impose également la responsabilité de protéger l'ensemble du groupe des prédateurs et des mâles rivaux. En dessous de lui dans la hiérarchie, un réseau complexe de relations détermine l'accès aux ressources et aux privilèges sociaux. Les femelles de haut rang bénéficient de meilleures opportunités d'alimentation et d'une meilleure protection pour leur progéniture. Les pluies printanières ont transformé leur habitat montagnard en un paradis d'abondance. Chaque arbre et arbuste produit de jeunes pousses tendres, riches en protéines et en sucre, nécessaires au régime omnivore des babouins. Les fruits sauvages mûrissent en abondance, tandis que les insectes et les petits vertébrés deviennent plus actifs et donc plus faciles à capturer. Ces conditions améliorées réduisent la compétition au sein du groupe et créent des opportunités de liens sociaux et de jeu. Le comportement alimentaire révèle les capacités sophistiquées de transformation des aliments qui distinguent les babouins des primates plus simples. Ils possèdent une connaissance approfondie des plantes comestibles à différents stades de développement, de la manière de traiter les espèces toxiques pour éliminer les composés nocifs et de l'emplacement des sources de nourriture de la meilleure qualité sur leur territoire. Ces connaissances se transmettent de génération en génération par l'observation et l'imitation, créant des traditions culturelles qui perdurent pendant des décennies. Une femelle avec un jeune bébé illustre les réseaux sociaux complexes qui caractérisent la société des babouins.
Alors qu'elle se nourrit de jeunes pousses près du pied d'un grand cèdre, d'autres femelles s'approchent pour examiner et toiletter son bébé. Ce comportement, appelé alloparentalité, remplit de multiples fonctions. Il renforce les liens sociaux entre les femelles, offre à la mère l'occasion de se nourrir sans surveillance constante et permet aux femelles sans enfants de s'exercer aux soins des nourrissons. Le bébé s'accroche à la poitrine de sa mère avec ses doigts minuscules, ses oreilles surdimensionnées et ses yeux curieux lui donnant une apparence presque comique. À seulement 2 semaines, il représente l'avenir de la troupe, et sa survie dépend non seulement des soins maternels, mais aussi de la protection et de la tolérance de toute la communauté. L'abondance printanière augmente les chances de survie du nourrisson, car les mères bien nourries produisent un lait plus riche et ont plus de temps à consacrer aux soins des enfants. Les jeunes babouins participent à des séances de jeux élaborées qui les entraînent à adopter des comportements adultes. Les jeunes mâles pratiquent les démonstrations de dominance dont ils auront besoin pour établir leur territoire et attirer des partenaires, leur version miniature de postures agressives paraissant presque comiques. Les jeunes femelles se livrent à des séances de toilettage simulées et adoptent des comportements maternels avec des nourrissons encore plus jeunes, acquérant ainsi les compétences sociales complexes qui détermineront leur réussite à l'âge adulte. Les déplacements de la troupe sur son territoire révèlent une compréhension fine de la répartition des ressources et de leur disponibilité saisonnière. Ils suivent des sentiers établis reliant les sites d'alimentation, les sources d'eau et les zones de couchage, tout en restant suffisamment flexibles pour exploiter les nouvelles opportunités qui se présentent. Le mâle dominant part régulièrement en reconnaissance, sa position élevée lui permettant d'évaluer les dangers et les opportunités potentielles avant d'exposer les membres les plus vulnérables du groupe. Leur intelligence se manifeste par leur capacité à résoudre des problèmes. Face à un ruisseau gonflé par les pluies printanières, les babouins font preuve d'une ingéniosité remarquable pour trouver des points de passage. Certains individus testent la profondeur avec des bâtons, tandis que d'autres identifient des troncs tombés qui peuvent servir de pont. Les plus athlétiques traversent en premier, puis se positionnent pour aider les mères portant leurs petits. L'utilisation d'outils, autrefois considérés comme une exclusivité humaine, est courante au sein de la troupe. Les babouins utilisent des pierres pour casser des noix dures, des bâtons pour extraire les insectes des crevasses et fabriquent des outils simples pour extraire des racines du sol dur. Ces comportements s'apprennent par l'observation et la pratique, les individus expérimentés servant d'enseignants involontaires aux membres moins expérimentés de la troupe. Le printemps intensifie également les rivalités amoureuses au sein de la troupe. Les femelles en chaleur deviennent l'objet d'une compétition intense entre les mâles, donnant lieu à des démonstrations spectaculaires de force et d'agilité. Les mâles de rang inférieur forment des coalitions pour défier les individus dominants, créant ainsi des alliances temporaires qui peuvent bouleverser la structure sociale du groupe tout entier. Les séances de toilettage deviennent plus fréquentes et plus élaborées au printemps, remplissant des fonctions qui vont bien au-delà de la simple hygiène. Retirer soigneusement les parasites et les débris du pelage d'un autre individu crée et entretient des liens sociaux qui peuvent durer des années. Les individus de haut rang reçoivent plus de toilettage qu'ils n'en fournissent, tandis que les babouins subordonnés doivent consacrer un temps considérable au maintien de leurs relations avec leurs supérieurs. La communication au sein de la troupe repose sur une combinaison sophistiquée de vocalisation, d'expression faciale et de langage corporel. Chaque son est porteur d'une signification particulière. Des cris d'alarme qui distinguent les prédateurs aériens des prédateurs terrestres aux cris de contact qui aident les chasseurs dispersés à maintenir la cohésion du groupe. Les visages expressifs des babouins expriment émotion et intention avec une clarté remarquable, créant un langage visuel qui rivalise avec la communication non verbale humaine. L'abondance printanière permet de longues périodes d'interaction sociale et de transmission culturelle. Les femelles plus âgées enseignent aux plus jeunes l'emplacement des sources de nourriture saisonnière, l'identification des plantes dangereuses et les règles sociales complexes qui régissent le comportement des troupes. Ce savoir accumulé représente une forme de protoculture qui illustre les fondements évolutifs de la société humaine. Le soleil impitoyable de l'Afrique a transformé le Kenya en un creuset de survie. Ce qui était autrefois vert et abondant est devenu un paysage d'une beauté austère et d'un défi de taille.
La longue saison sèche s'étend à perte de vue, une épreuve d'endurance qui séparera les forts des faibles, les adaptables des rigides, les survivants des blessés. À l'ombre du mont Kilimandjaro, les éléphants entreprennent des migrations épiques à la recherche d'eau, leurs anciens sentiers étant marqués par les ossements de ceux qui n'ont pas survécu aux sécheresses précédentes. La montagne elle-même devient un symbole d'espoir, son sommet enneigé promettant une eau qui peut-être s'écoulera vers les plaines arides en contrebas. La dynamique prédateur-proie de la saison des pluies s'inverse complètement, les sources d'eau devenant des points d'eau à la fois propices et dangereux. Les lions abandonnent leur stratégie de chasse habituelle au profit de tactiques d'embuscade aux points d'eau restants, tandis que les herbivores doivent trouver un équilibre entre leurs besoins impérieux d'eau et la certitude de rencontrer des prédateurs à chaque point d'eau viable. La compétition s'intensifie à des niveaux presque surnaturels. Chaque graine, chaque goutte de rosée matinale, chaque parcelle d'ombre devient une ressource disputée. Pourtant, dans ce contexte hostile, 3 espèces remarquables démontrent que la survie ne dépend souvent pas seulement de la force, mais aussi de l'intelligence, de l'adaptation et de la capacité à saisir les opportunités en temps de crise. La poussière rouge du Tsavo tourbillonne autour de la silhouette imposante de la matriarche tandis qu'elle guide sa famille à travers un paysage apparemment sans vie. Sa peau ancienne porte les cicatrices de décennies de survie dans l'un des environnements les plus rudes d'Afrique. Chaque ligne raconte une histoire de sécheresse endurée, de prédateurs affrontés, de veaux élevés jusqu'à l'âge adulte contre toute attente. Sa quête d'eau est devenue de plus en plus désespérée à mesure que la saison sèche progresse. Les sources traditionnelles ont échoué une à une, les obligeant à creuser plus profondément et à voyager plus loin dans leur quête d'une humidité vitale. Elle commence à creuser, utilisant ses défenses comme des pelles et sa trompe comme une excavatrice de précision. Des années de force accumulée se concentrent sur cette seule tâche, alors qu'elle retire des tonnes et des tonnes de sable et de gravier. À 1,20 m de profondeur, le sable devient humide. À 2,20 m, une eau boueuse commence à s'infiltrer dans le trou. À 2,20 m, une eau claire et propre remplit le fond de son puits creusé à la main. La transformation est miraculeuse. Ce qui semblait être une terre complètement inerte a donné naissance à la substance la plus précieuse d'Afrique. La matriarche boit des sapins. Chaque tronc contient près de 2 gallons, et elle en a besoin de plus de 50 gallons par jour pour entretenir son corps massif. Elle boit méthodiquement et sans hâte, malgré sa soif évidente. Son plus jeune veau, âgé d'à peine 2 ans, peine à atteindre l'eau au fond du puits profond. La matriarche résout ce problème avec une ingéniosité remarquable. Elle utilise sa trompe pour soulever l'eau et la projeter dans la bouche du veau. La source d'eau créée par les éléphants attire d'autres espèces en quête d'hydratation. Zèbres, phacochères et diverses espèces d'antilopes se rassemblent à distance respectueuse, attendant l'autorisation d'approcher du puits salvateur. La stratégie alimentaire de la famille pendant la saison sèche révèle des adaptations développées au cours de millions d'années d'évolution. Ils consomment des plantes que d'autres herbivores trouvent toxiques, leur système digestif spécialisé neutralisant des composés qui tueraient les animaux plus petits. Les baobabs sont des cibles privilégiées, leurs troncs massifs contenant des tonnes de tissus riches en eau auxquels les éléphants peuvent accéder en arrachant l'écorce extérieure. Leur comportement de recherche de nourriture témoigne également d'une mémoire et d'une capacité d'apprentissage remarquable. La matriarche conduit sa famille vers un bosquet de roses du désert dont les fleurs fournissent des minéraux essentiels, épuisés pendant la saison sèche. Elle s'approche d'un arbre et commence à se nourrir de ses fleurs. Un comportement qui laisse perplexe les observateurs jusqu'à ce que l'analyse révèle que cet arbre spécifique présente des concentrations de minéraux incomparables à celles de ses voisins. La stratégie de survie de la famille repose sur des déplacements constants entre des zones de ressources très dispersées. Ils peuvent parcourir une trentaine de kilomètres en une seule journée, suivant d'anciens sentiers reliant les sources d'eau, les gisements minéraux et les zones d'alimentation. La communication au sein de la famille devient de plus en plus importante à mesure que le stress augmente avec l'approche de la saison sèche.
Des grondements de basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, véhiculent des messages de réconfort, d'avertissement et de coordination sur de vastes distances. Ces appels infrasonores peuvent parcourir des kilomètres, permettant à des groupes familiaux séparés de maintenir le contact même lorsque le contact visuel est impossible. Alors que la famille poursuit sa recherche incessante de ressources, son chemin mène vers des zones où différentes stratégies de survie se jouent dans les arbres dispersés et les affleurements rocheux qui parsèment le paysage de Tsavo. Dans l'étroite bande de forêt riveraine qui longe un cours d'eau depuis longtemps asséché, une silhouette noire et blanche se déplace avec grâce à travers la canopée. Le singe Colobe guereza apparaît presque fantomatique sur l'écorce pâle des arbres à fièvre, sa crinière blanche flottant derrière lui tandis qu'il bondit entre les branches avec une agilité surnaturelle. Le colobe occupe une niche écologique unique, se spécialisant dans un régime alimentaire qui se révélerait toxique pour la plupart des autres primates. Son estomac à 4 compartiments, plus proche de celui d'une vache que d'un singe classique, lui permet de digérer les feuilles matures, l'écorce et autres matières végétales fibreuses qui restent disponibles même pendant les sécheresses les plus sévères. Cette adaptation en fait l'un des rares primates capables de prospérer dans des environnements semi-arides où d'autres espèces peinent à survivre. Son territoire s'étend sur environ 20 hectares de forêt-galerie, un domaine apparemment modeste qui représente en réalité l'un des habitats les plus difficiles à défendre de toute l'Afrique. La nature linéaire des forêts riveraines crée des territoires qui peuvent s'étendre sur des kilomètres tout en ne mesurant que quelques centaines de mètres de large. Patrouiller une telle zone exige une dépense énergétique considérable et une vigilance constante face aux groupes voisins qui cherchent à étendre leur propre territoire. La matinée commence par des cris territoriaux qui résonnent dans la forêt comme les voix d'anciens esprits. Le colobe rejette sa magnifique tête à crinière blanche en arrière et émet une série de rugissements qui portent à plus d'1 kilomètre dans l'air immobile. Ces vocalisations ont de multiples fonctions. Elles signalent sa présence à ses rivaux, maintiennent le contact avec les membres dispersés de sa famille et affirment son droit de s'approprier des ressources cruciales pendant la saison la plus compétitive de l'année. La structure sociale est relativement simple comparée à celle des autres primates. Le mâle adulte assure la protection et la défense du territoire, tandis que les femelles se concentrent sur l'éducation des petits et la recherche de nourriture. Cependant, les relations au sein du groupe sont étonnamment complexes, avec des hiérarchies et des alliances complexes qui influencent l'accès aux meilleurs sites d'alimentation et de couchage. Le comportement alimentaire révèle les remarquables adaptations qui permettent aux singes colobes d'extraire des nutriments d'aliments que d'autres animaux trouvent indigestes. Il sélectionne les jeunes feuilles d'un figuier sauvage, ses doigts délicats sélectionnant uniquement les pousses les plus tendres, évitant les feuilles plus âgées, plus concentrées en composés toxiques. Son long processus digestif décompose la cellulose et neutralise les toxines végétales au cours des 24 heures suivantes, extrayant ainsi un maximum de nutriments d'un apport alimentaire minimal. La saison sèche a concentré ses sources de nourriture dans des zones de plus en plus restreintes. Les arbres au feuillage vert deviennent des points de mire d'une intense compétition, non seulement avec les autres groupes de colobes, mais aussi avec les divers herbivores qui partagent son habitat. Les éléphants traversant la forêt-galerie peuvent dévaster leurs arbres préférés en quelques minutes, obligeant les singes à adapter constamment leurs stratégies alimentaires à l'évolution des ressources disponibles. Son agilité remarquable devient cruciale lors des conflits territoriaux avec les groupes voisins. Un mâle rival s'approche à travers la canopée, sa propre crinière blanche hérissée d'intentions agressives. La confrontation commence par une course parallèle le long de la frontière territoriale, les deux mâles démontrant leurs capacités athlétiques par des sauts spectaculaires et des acrobaties. La dispute territoriale dégénère en confrontation directe lorsque les deux mâles tentent de s'emparer d'un figuier chargé de fruits. Ils tournent en rond de chaque côté d'une branche massive, leur longue queue servant de contrepoids, leur permettant de maintenir leur stabilité dans des positions précaires. La connaissance supérieure du territoire du mâle défenseur lui confère des avantages cruciaux, lui permettant de guider l'intrus sur un terrain de plus en plus difficile où l'expérience prime sur l'athlétisme brut. La victoire ne vient pas de la violence mais de l'épuisement. Le mâle intrus,
contraint de se déplacer en territoire inconnu tout en maintenant des démonstrations agressives, perd peu à peu énergie et confiance. Sa retraite est digne mais décisive, disparaissant dans la canopée avec la grâce fluide qui caractérise tous les mouvements des colobes. Le triomphe du défenseur assure à sa famille l'accès continu aux ressources limitées de leur sanctuaire forestier. Les femelles colobes font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation à la survie en saison sèche. Une mère avec son bébé de 2 mois doit équilibrer ses besoins nutritionnels avec les exigences de la production de lait dans des conditions de plus en plus difficiles. Elle sélectionne les aliments les plus riches en protéines et évite les plantes susceptibles de transmettre des toxines à son bébé par le lait. Ces choix alimentaires reflètent des connaissances botaniques acquises au fil des années. Le toilettage social prend une importance accrue pendant la saison sèche, source de stress. Les membres de la famille passent des heures à se nettoyer soigneusement le pelage, à éliminer les parasites et à renforcer les liens sociaux, essentiels à la cohésion du groupe pendant les périodes difficiles à venir. Le toilettage sert également de moyen de communication, différentes techniques permettant de transmettre des informations sur la santé, l'état émotionnel et le statut social de chacun. L'écosystème de la forêt-galerie dépend fortement de la dispersion des graines par les colobes. Leur déplacement à travers la canopée disperse les graines sur leur territoire, contribuant ainsi au maintien de la diversité génétique des communautés végétales essentielles à l'ensemble de l'écosystème fluvial. Pendant la saison sèche, lorsque de nombreux autres disséminateurs de graines ont migré vers des zones plus favorables, les colobes deviennent des maillons essentiels de la régénération forestière. Leur présence profite également à d'autres espèces de manière inattendue. Leurs cris territoriaux puissants servent de système d'alerte précoce pour les animaux terrestres, les alertant de la présence de prédateurs ou d'activités humaines. Les oiseaux suivent souvent les groupes de colobes, se nourrissant d'insectes dérangés par leur déplacement dans la végétation. Ces relations interconnectées illustrent le réseau complexe de dépendance qui caractérise les écosystèmes sains. À mesure que la saison sèche progresse et que la compétition pour les ressources s'intensifie, la survie de la famille des colobes dépend de sa capacité à extraire un maximum de nutriments de son régime alimentaire spécialisé, tout en défendant son territoire contre des concurrents de plus en plus acharnés. Leur succès déterminera non seulement leur propre sort, mais aussi la santé de tout l'écosystème de la forêt-galerie qui dépend de leur présence continue. La chaleur de l'après-midi devient presque insupportable, forçant les singes à chercher de l'ombre dans les zones les plus profondes de la canopée. Pourtant, même dans ces refuges, l'intensité de la saison sèche pose des défis qui mettent à l'épreuve tous les aspects de leur remarquable capacité d'adaptation. À travers les plaines chatoyantes du Masai Mara, une silhouette majestueuse se promène dans l'herbe qui crépite sous un soleil implacable. Le messager sagittaire mesure près d'1,20 m, sa silhouette élégante se détachant facilement sur le vaste fond de savane dorée. C'est une créature aux contradictions extraordinaires, un rapace qui préfère chasser à pied, un oiseau capable de voler qui passe le plus clair de son temps à marcher, un prédateur dont l'apparence élégante dissimule l'une des machines à tuer les plus redoutables d'Afrique. Ses longues pattes, conçues pour parcourir de vastes distances en terrain découvert, la portent à travers son territoire d'une foulée fulgurante qui lui permet de parcourir plus de 30 km en une seule journée. La saison sèche a concentré ses proies selon des schémas de plus en plus prévisibles, un phénomène qui joue directement sur ses talents de chasseuse. Serpents, rongeurs et oiseaux terrestres cherchent refuge dans les zones de végétation éparses restantes, créant des terrains de chasse naturels où sa combinaison unique de patience, de rapidité et de puissance peut être exploitée au maximum. Elle se déplace méthodiquement dans l'herbe, chaque pas étant calculé pour débusquer une proie cachée tout en conservant un équilibre parfait pour les frappes fulgurantes qui ont fait la légende de son espèce. Sa vue perçante, développée pour détecter les mouvements sur de grandes distances, lui permet de repérer une souris qui bruisse dans l'herbe à plus de 100 mètres. La découverte d'une proie déclenche une transformation qui révèle sa véritable nature prédatrice. Une vipère heurtante,
l'un des serpents venimeux les plus dangereux d'Afrique, émerge de sous un amas de végétation sèche. La plupart des animaux fuiraient une telle rencontre, mais le messager sagittaire s'approche avec précision. Ses longues pattes maintiennent son corps bien au-dessus de la portée de frappe du serpent, tandis que ses pieds puissants deviennent des armes capables de lui asséner des coups dévastateurs. Le combat est bref mais spectaculaire. Le serpent s'enroule et frappe à répétition, ses crocs capables de délivrer suffisamment de venin pour tuer un éléphant. Pourtant, les réflexes du messager sont surnaturels. Ses pattes dansent hors de portée du serpent tout en lui assènent des coups de pied dévastateurs. Chaque coup vise précisément les zones vitales avec précision. La victoire s'accomplit par un coup fatal qui tue le serpent. Le messager saisit immédiatement le prédateur vaincu par la tête, s'assurant que même mort, ses crocs venimeux ne puissent lui faire de mal. Il lance le corps du serpent en l'air et l'attrape la tête la première, commençant ainsi à avaler sa proie tout entière malgré sa taille considérable. Une chasse fructueuse lui fournit des protéines qui lui permettront de survivre plusieurs jours. Sa capacité à capturer des proies dangereuses que les autres prédateurs évitent élargit considérablement sa base alimentaire disponible, lui conférant des avantages compétitifs qui s'accentuent à mesure que la sécheresse s'intensifie. Son territoire s'étend sur près de 70 km² de prairies mixtes et de forêts d'acacias, une vaste zone qu'elle doit patrouiller régulièrement pour empêcher d'autres oiseaux messagers d'établir des territoires concurrents. Pendant la saison sèche, ses limites territoriales deviennent encore plus cruciales, car la concentration des proies restantes crée des ressources précieuses qu'il est important de défendre. Le nid du secrétaire oiseau, construit dans la couronne d'un acacia épineux, prend des semaines à construire. Cette structure massive de près de 2 mètres de large et d'1 mètre de profondeur offre des sites de nidification sécurisés pouvant être utilisés pendant plusieurs saisons de reproduction. Les branches épineuses de l'acacia offrent une protection naturelle contre les prédateurs, tandis que sa position surélevée offre une vue imprenable sur le territoire environnant. Son compagnon arrive au nid avec un grand varan, sa contribution à leur tâche parentale commune. Les messagers sagittaires forment des couples monogames qui peuvent durer plusieurs saisons de reproduction, leur coopération étant essentielle pour élever leurs petits avec succès dans l'un des environnements les plus difficiles d'Afrique. La division du travail au sein du couple maximise leur efficacité de chasse tout en assurant une protection constante à leur progéniture vulnérable. 2 oisillons occupent le nid. Leurs proportions imposantes et leur duvet gris et duveteux les rendent presque comiques comparés à leurs magnifiques parents. À 6 semaines, ils commencent à développer les plumes de vol qui leur permettront de quitter le nid, mais ils restent totalement dépendants de leurs parents pour la nourriture et la protection. Leur taux de survie dans les conditions difficiles de la saison sèche est faible, rendant chaque tentative de reproduction réussie cruciale pour la pérennité de l'espèce. Nourrir les poussins exige des parents qu'ils chassent presque continuellement pendant la journée. Chaque poussin a besoin d'environ 450 grammes de viande par jour, ce qui oblige les adultes à capturer des proies de plus en plus dangereuses pour subvenir aux besoins nutritionnels de leur progéniture. Le succès de chasse des parents détermine directement si les poussins survivront jusqu'à l'indépendance ou s'ils seront victimes des dures réalités de la saison sèche. Le rôle de prédateur du messager sagittaire va bien au-delà de la simple dynamique de la chaîne alimentaire. Sa prédilection pour les serpents venimeux fait d'elle l'un des plus importants régulateurs de populations de reptiles dangereux en Afrique. Un seul messager sagittaire peut tuer des centaines de serpents venimeux au cours de sa vie, réduisant ainsi considérablement la menace que ces prédateurs représentent pour les autres espèces sauvages et les populations humaines. Ces activités de chasse profitent également à l'écosystème des prairies de manière inattendue. En contrôlant les populations de rongeurs, elle prévient le surpâturage qui pourrait dégrader davantage la végétation déjà stressée. Sa présence témoigne de la santé des écosystèmes des prairies, capables d'abriter des prédateurs de haut niveau, faisant des sagittaires d'importants indicateurs de la qualité de l'environnement. Alors que le soleil entame sa descente vers l'horizon occidental, le messager sagittaire reprend sa chasse patiente. L'air frais rend sa proie plus active, créant des opportunités qui pourraient ne se représenter que le lendemain soir. Sa survie, et celle de sa progéniture,
dépend de sa capacité à exploiter chaque occasion de chasse offerte par ce paysage hostile. L'emprise de la saison sèche sur le Kenya ne montre aucun signe d'affaiblissement, et les défis auxquels est confronté le messager sagittaire ne représentent qu'une facette de la lutte pour la survie à l'échelle du continent. Alors que l'intensité de l'été atteint son paroxysme, le décor est planté pour l'arrivée de l'automne, lorsque la promesse du changement commence à murmurer à travers les paysages arides d'Afrique de l'Est. La roue des saisons entame son subtil tour à travers le paysage kényan. L'automne arrive, non pas avec la chute des feuilles, mais avec les premiers signes timides de changement. La courte saison sèche maintient le pays sous son emprise, mais certains signes ne sont perceptibles que par ceux dont la survie dépend de l'interprétation des signaux les plus subtils de la nature. Cette période de transition apporte des défis et des opportunités uniques à la faune kényane. Les schémas migratoires commencent à évoluer, les animaux réagissant à des signaux environnementaux subtils annonçant le changement imminent. Les territoires établis pendant la rude saison sèche doivent être abandonnés ou défendus à mesure que les ressources se redistribuent. Au Kenya, la relation entre l'homme et la faune sauvage est de plus en plus tendue. Avec l'expansion des villes et l'extension des terres agricoles, les animaux sauvages perdent l'accès à leurs habitats naturels. En quête de nourriture et d'eau, de nombreuses espèces s'aventurent dans des zones occupées par l'homme. Cela entraîne souvent la destruction des récoltes, des attaques contre le bétail et des dommages matériels, entraînant des pertes financières pour les communautés et une frustration croissante. Historiquement, de nombreuses communautés kenyanes ont cohabité avec la faune sauvage, préservant ainsi un équilibre fragile. Cependant, la concurrence accrue pour les terres et les ressources menace cet équilibre. Lorsque les prédateurs perdent l'accès à leur proie naturelle, ils peuvent se tourner vers le bétail, provoquant des représailles de la part des ménages touchés. Le changement climatique aggrave la situation. Les précipitations imprévisibles et les longues saisons sèches réduisent la disponibilité de nourriture et d'eau pour les populations et les animaux. Cette situation pousse la faune sauvage à se rapprocher encore davantage des habitations humaines en quête de survie. Une mauvaise planification de l'aménagement du territoire contribue également au problème. Sans voie de circulation désignée pour les animaux et sans mesures de protection adéquates, les rencontres entre humains et animaux sauvages deviennent plus fréquentes et plus dangereuses. Les conséquences de ces conflits sont considérables. Les agriculteurs risquent la destruction de leurs récoltes, les éleveurs perdent du bétail précieux et les communautés subissent souvent des dommages aux infrastructures essentielles. Ces pertes peuvent accroître la pauvreté, décourager la conservation et alimenter le ressentiment envers la faune sauvage. Au-delà des dommages économiques, ces conflits engendrent des tensions sociales et un stress émotionnel. Les populations vivant à proximité des zones sauvages peuvent se sentir en insécurité, et les pertes répétées peuvent engendrer peur, colère et, dans certains cas, migration forcée. L'abattage d'animaux sauvages en représailles perturbe les écosystèmes. Lorsque les prédateurs disparaissent, les populations d'herbivores peuvent croître rapidement, entraînant surpâturage, dégradation des habitats et déclin de la biodiversité. Le tourisme, l'un des principaux moteurs économiques du Kenya, est également touché. La faune sauvage attire des visiteurs du monde entier, mais lorsque les populations animales diminuent ou que le danger augmente, le tourisme en pâtit. Cela réduit les revenus des programmes de conservation et des communautés locales. Relever ces défis exige des solutions réfléchies et inclusives. Lorsque les communautés locales sont impliquées dans les décisions de conservation, elles sont plus susceptibles de soutenir et de protéger la faune sauvage. Les méthodes non létales de protection des exploitations agricoles, telles que l'utilisation de moyens de dissuasion naturelle ou de barrières physiques, se sont avérées efficaces dans certaines régions.
La création d'espaces sûrs pour permettre aux animaux de se déplacer entre les habitats peut également réduire les risques de conflits. Planifier l'avenir est essentiel. Des politiques d'aménagement du territoire durable, tenant compte des besoins des populations et de la faune sauvage, contribueront à réduire la pression sur les espaces naturels. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation sont également cruciales. Lorsque les citoyens comprennent la valeur écologique et économique de la faune sauvage, ils sont plus enclins à soutenir les efforts favorisant la coexistence. Au Kenya, les conflits entre l'homme et la faune sauvage constituent une préoccupation croissante, alimentée par le développement, le changement climatique et une planification limitée. Les impacts sont économiques, environnementaux et émotionnels. Cependant, grâce à la coopération, à l'innovation et à des pratiques durables, il est possible de créer un avenir où les hommes et la faune sauvage pourront cohabiter. La protection du patrimoine faunique du Kenya repose sur la recherche de cet équilibre. Fasciné par la beauté sauvage du Kenya et ses transformations saisonnières? Appuyez sur ce bouton j'aime et laissez votre animal préféré dans les commentaires ci-dessous. En partageant cette vidéo, vous contribuez à sensibiliser et à soutenir la conservation de cette terre à couper le souffle. Et assurez-vous d'appuyer sur l'icône en forme de cloche afin d'être toujours le premier à être témoin de la prochaine histoire d'animaux sauvages d'une autre partie du monde.